à tous, bienvenue pour nos podcasts hebdomadaires du côté de Golasso TV. Aujourd'hui avec Jordan et Sergio, nos supporters du Sporting, et moi-même, on a décidé de parler d'un sujet qui sera donc un petit peu moins lié sur les terrains de la Liga NOS et les terrains du football portugais, pour évoquer un sujet plus institutionnel, l'actuelle direction du Sporting qui vit des heures compliquées avec à sa tête Frederico Varandas, le président du Sporting, élu en septembre 2018. Et donc, avec tous les événements qui se sont créés autour de la direction du Sporting, on a décidé avec Jordan et Sergio de réaliser un podcast pour mettre les choses au clair et pour tout simplement évoquer tout ce qui s'est passé et ensuite voir quelles sont les perspectives d'avenir pour le club vert et blanc. Donc j'ai donc, comme je vous l'ai dit avec moi, Sergio et Jordan. Sergio, comment vas-tu? Ça va Mathieu, merci. Salut à tous. Et Jordan. Bonjour. Salut Mathieu, salut à tous. Ça va bien personnellement, mais un peu moins sportivement. Et c'est pour ça qu'on va l'évoquer aujourd'hui. Donc, Et c'est pour ça qu'on est là. c'est pour ça qu'on est là avec un plan structuré d'une façon. Voilà, on va parler d'abord du bilan de Varane sur son année et demie à la tête du Sporting, puis évoquer les raisons de la contestation plus à un niveau institutionnel au niveau des certains groupes qui se sont révélés ces dernières semaines pour une possible destitution, la guerre entre Varane et les groupes de supporters, et enfin, bien sûr, faire une ouverture globale sur les perspectives d'avenir de cette direction et du Sporting. Donc, premier point, j'aimerais commencer par toi, Jordan, vis-à-vis du bilan de Varandas, positif et négatif, bien sûr, sur son année et demie de mandat actuel. Merci Mathieu. Tu as très bien cité le plan. Et du coup, pour un peu recontextualiser la chose, on nous pose souvent la question pourquoi vous voulez Varandas dehors et est-ce qu'on peut virer un président, entre guillemets, juste pour des résultats sportifs? Donc on verra dans ce petit podcast que c'est pas finalement que le sportif. On va commencer par le sportif, mais que c'est loin d'être la préoccupation première. C'est limite même pas la préoccupation première. Donc pour commencer sur le sportif, on va commencer par les quelques points positifs, car on en a quand même trouvé quelques-uns avec Sergio. Premier point positif, c'est au final les 2 titres qu'on a eu l'année dernière. Ça reste quand même une saison assez correcte pour une transition, etc. Et même si on nous posait des questions, même les podcasts qu'on a, les 6 premiers mois de Varandas, au final, ils n'étaient pas si mal que ça. Même plutôt, on pouvait plutôt dire qu'ils étaient bons. Ouais. Ensuite, il y a la formation. Honnêtement, sur la formation, c'est mieux que sous BDC. Il y a pas mal de choses qui me plaisent, c'est-à-dire un gamin comme Joelson qui devrait être en U17, il se retrouve en U23. Et s'il y avait encore les B, il serait peut-être en B, ce serait encore mieux. On a toute la génération 2002 qui devrait être en junior, qui se retrouve en U23, etc. Forcément, c'est dur de dire les choses parce que on fera les comptes dans quelques années. En fait, c'est une fois en A que ça compte. Mais j'ai l'impression, et c'est un système que j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est un système que Benfica a compris il y a pas mal de temps et où on avait beaucoup de retard sur ça. Donc, c'est les quelques points positifs. Les points négatifs sportivement, c'est que depuis juillet dernier, rien ne va. La pré-saison qui était limite un point sur lequel j'attendais énormément Varandas parce qu'il nous promettait un département de sciences du sport, etc., pour les préparations physiques, etc., un préparateur physique qui avait été en Nouvelle-Zélande. Enfin, vraiment, c'était une grosse partie de son projet. Bon, au final, la pré-saison est catastrophique. On a des joueurs cramés dès maintenant. On gagnait aucun match en pré-saison. Le début de saison était catastrophique. On se prend 5-0 par Benfica, etc. Les gestions du mercato sont catastrophiques. Enfin, on vend, on achète, pas on achète, on prend en prêt Bolasie, Fernando, et qui est le troisième, et Ressé le 31, alors que ça ne sert à rien. Tout est fait au dernier moment. On vend Rafinha le 31. Là encore, on vend Bruno Fernandes le dernier jour. Enfin, ça n'a aucun sens, en plus du fait que les mercatos soient mauvais. L'équipe, comme on le disait hier à l'antenne, il y a un manque de. Enfin, l'effectif a des trous partout. C'est pas normal, par exemple, de commencer la saison avec un seul neuf. C'est pas normal, d'ailleurs, d'avoir toujours un seul neuf. Enfin, un et demi, vu que Felipe s'est blessé. On a seulement Doumbia en 6. Enfin, il y a des trous partout. Et d'ailleurs, on l'a vu ce week-end avec les absences, c'est encore pire déjà qu'il y a un manque de qualité. Les résultats sportifs sont catastrophiques. Enfin, on a la pire saison depuis 2013, de très loin.
Et surtout, c'est comme si on ne voyait pas le bout du tunnel. Je vois pas comment, avec cette direction-là, on pourrait s'améliorer, sachant qu'il n'y a aucune remise en question. Limite, on entend qu'on était troisième comme les autres saisons et qu'il n'y avait rien de spécial. Hugo Viana fait des mauvais mercato, il est toujours là. Tu mets Ponte en entraîneur en septembre et même pas tu te dis que c'est une idée catastrophique. Encore la semaine dernière, il fait une interview, il nous dit que Ponte pouvait être le nouveau Bruno Lage et que c'est une question de chance. Mais enfin, on parle de Bruno Lage, un entraîneur qui a fait toutes ses classes à Benfica, qui a réussi toutes ses classes à Benfica et qui a gravi les échelons un par un, à quelqu'un qui n'a réussi nulle part, ni à Maritimo, ni en Hongrie, et qui arrive en U23 et gagne 5. Ça n'a aucun. Et il n'y a vraiment rien de prometteur sur le point sportif parce qu'il y a une mauvaise foi autour de Varandas, aucune remise en question et je vois pas C'est comment une le très bonne prochain transition. mercato. Vas-y, je te laisse continuer, Sergio. Ouais. Ouais, je signe sur tout ce que tu as dit au niveau du constat de l'année et demie de Frederico Varandas. Voilà, maintenant, si on peut évoquer un peu les raisons de cette contestation, euh, ça dépasse le sportif et de loin. Alors, c'est sûr que le sportif vient toujours euh, augmenter la portée des, des revendications. Quand ça va pas bien, forcément, les revendications elles remontent plus vite que quand ça va bien. Mais c'est loin de là, c'est loin d'être juste des revendications vis-à-vis des résultats sportifs. Juste Comme tu disais, avant ouais, toute chose, juste est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'est le mouvement d'art futura au Sporting, rappeler qu'est-ce que c'est même en soi et d'où ça part, etc. Parce que nous, côté Sporting, en fait, on commence à être habitué à ça, aux âgés de destitution, ouais, etc. C'est la troisième demande en moins de 10 ans, etc. Mais c'est quand même quelque chose de particulier. J'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils font ça? Comment c'est possible, ouais, etc. Enfin, juste expliquer c'est quoi du coup ce mouvement et d'où ça vient. ouais. Alors, le mouvement d'Al Futura Sporting, c'est deux socios comme toi et moi, par exemple, qui font une récolte de signatures en vue de, de demander une assemblée générale extraordinaire. Donc, n'importe quel socios a le moyen de le faire, de créer un mouvement comme ça. Voilà, il s'appelle Dal Futura Sporting, mais il y en avait eu un en 2013 également qui avait amené par la suite la démission de Gooding Lopes. Et là, cette fois, c'est deux nouveaux socios voilà, qui ont des revendications pour faire cette AG extraordinaire de destitution, du coup. Et donc, il y a une condition, c'est d'avoir au moins 1000 signatures, 1000 votes, pardon, 1000 votes voilà, pour que la demande soit valide. Et voilà, c'est dans le but de comment je pourrais dire, que la direction du club soit obligée de faire une assemblée générale extraordinaire, pardon. Voilà, Voilà. c'est ça. Et après, une fois que l'assemblée est convoquée, les socios peuvent se Voilà, de déplacer et convoquer, c'est ça. voter. Voilà. Et ils peuvent voter et du coup, le Voilà. nombre de votes entre le oui et le non gagne. Et selon la Voilà, décision, le président est décision. c'est une AG avec un seul point discuté, donc qui est la destitution ou non des organes sociaux du club. Et c'est à ce moment-là, justement, que les socios peuvent voter la juste cause ou non euh, énoncée par le mouvement qui a convoqué cet AG, par exemple. Voilà. Voilà, parfait, explication claire. Donc je disais, Sergio, par rapport aux modalités d'une possible destitution du président vis-à-vis de ce groupe, quelles sont leurs revendications? Donc, les raisons du mouvement d'Al Futuro Sporting, elles sont nombreuses et variées. Il y a du sportif, il y a du non sportif, et ça s'appuie surtout sur le constat d'incompétence de la direction. C'est surtout sur ça que ça s'appuie. Ça s'appuie par exemple sur l'audit qu'il y a eu interne sur la gestion du club qui a fuité et dont on ne sait pas comment ni pourquoi comment il a fuité et qui a mis dans le domaine public des données privées et cruciales du club. Ce qu'on appelle le Negócio Wang, c'est une affaire avec
avec un investissement en Chine, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, etc. C'est quelque chose qui n'est pas du tout transparent et qui inquiète beaucoup les supporters. La constante, comment dire, comme disait Jordan, cette espèce d'arrogance, de mauvaise foi de la direction qui divise les socios, par exemple. Voilà, c'est ces raisons-là qui ont amené ce mouvement eh bien, à demander à convoquer une assemblée générale, par exemple. Après, du coup, il faut savoir que dans cette demande d'AG, on est obligé d'évoquer des raisons, etc., mais que la juste cause de cet AG, elle est censée être votée pendant l'AG, en fait. C'est pas Rogerio Alves, qui est le président de... comment on dit en français? Excuse-moi, Sergio. Je ne saurais pas Président de dire la en table, français, mais président de l'AG en de quelque l'Assemblée sorte. générale, ouais, c'est le Voilà, de président de l'Assemblée générale. l'Assemblée générale. Ce n'est pas à lui de dire s'il y a juste cause ou non. Ils vont pas s'auto-juger et dire oui, on est Ouais. responsable, non, on n'est pas responsable. Et du Alors, pour la coup, petite histoire, oui, ouais, pour la petite histoire et pour éclaircir un peu là-dessus, euh, lors de la démission de Gooding-Lopch à l'époque, il y a eu un mouvement pareil qui a essayé de convoquer NAG. Gooding-Lopch, son président de l'Assemblée générale avait également refusé. C'est allé en tribunal. Le tribunal a donné raison aux socios, comme quoi c'était les socios en AG qui devaient voter la juste cause. Donc, il y a jurisprudence. Et donc, sur ce point, si ce mouvement d'Al-Futura Sporting avance en tribunal, ils arriveront certainement à gagner. Le problème, c'est que Roger Ward, c'est quelqu'un de très malin, c'est un avocat très, très réputé au Portugal. Et pour rejeter cette demande de convocation, il a invoqué un vice de forme et non un vice de fond. Le vice de fond, ça serait de rejeter la juste cause. Et le vice de forme qu'il a évoqué, qui est la raison principale pour rejeter cette demande de convocation d'AG, c'est le fait que le mouvement n'aurait pas montré à toutes les personnes qui ont signé cette demande de convocation, enfin, voilà, lors de la récolte des signatures, pardon, les gens qui n'ont pas eu accès aux mêmes documents relatant les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur ce vice de forme que Roger Edwards a rejeté la demande d'AG. et c'est là où c'est le plus fourbe en fait, c'est que c'est quelque chose qui n'aurait absolument rien changé aux récoltes des signatures en fait. C'est quelques lignes Exactement. rajoutées sur les raisons en plus en fait, et qui auraient joué sur l'AG en elle-même en fait, parce que ces raisons sont présentées pendant l'AG, mais du coup ça reste un vice de forme, etc. Et après on n'est pas juriste, Voilà. etc. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais c'est vraiment un problème Et, juridique. Et en fait, de base, l'AG, oui, elle est valide en fait. Mais il y a des problèmes de forme, etc. Et en plus de ça, en fait, là où ils sont encore très malins, mais c'est un énorme manque de respect aux sauces, c'est qu'en fait, ils font durer la montre depuis le début, en fait. Pas que pour le tribunal. Ils savaient tout très à bien fait. que dans un mois et demi, ils allaient envoyer cette affaire au tribunal, en fait. Mais plutôt que de le dire directement, ils ont été jusqu'à la fin du délai, mais vraiment à l'heure près. Ils ont notifié le mouvement qui voulait des informations complémentaires, en sachant déjà que le mouvement allait répondre à ces informations complémentaires, mais ça rajoute encore des jours. Puis du coup, le mouvement a répondu. Et ils sont retournés jusqu'à la fin du délai, même si honnêtement je ne suis pas juriste, mais je ne sais même pas s'ils avaient droit, parce qu'au final, normalement, on est censé donner la réponse sous un mois, parce que l'AG doit être 30 convoqué jours, sous ouais. X jours, etc. Et là, c'était encore plus loin que ça, au final. La date de réponse finale était plus loin que la date de l'AG, limite de base, dès le début. Et donc, ils ont gagné du temps. Et là, ça va partir au tribunal, ils vont encore gagner du temps. Et en fait, ils essayent de gagner le plus de temps, voire au final, Possible. peut-être de gagner au tribunal. Mais même dans le cas où ils perdent au tribunal, ils auront déjà gagné un temps fou. L'AG, en temps normal, elle devrait déjà être passée, en fait. Les signatures, elles ont été récoltées début janvier, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, hein? Oui, oui, bien C'est sûr. ça, Oui, début bien janvier. sûr. Donc là, on va déjà bientôt arriver en Ça a mars. été Et déposé le 7 janvier, ouais, voilà. la requête. Donc même dans un cas où ça gagnerait au tribunal, j'imagine même pas le temps avec le tribunal, etc., ça peut être très très long. Et après, on sait très bien qu'ils peuvent aussi jouer sur la fibre. Imaginons la décision, elle est prise en juin, et bah, oh bah non, on va pas décider en juin, c'est le moment le plus important pour la prochaine saison, etc. C'est pas le bon moment. Enfin, il y a un énorme manque de respect au niveau des socios, au niveau des délais de réponse, etc. Et c'est vraiment, on prend les gens pour des idiots et c'est assez représentatif de tout ce qui se passe avec toutes les déclarations, etc.
Et je pense que c'est la raison numéro un du mécontentement aujourd'hui des socios, c'est le traitement qu'a la direction avec les socios, que ce soit en AG, que ce soit par exemple l'affaire des bisous de Valin des gens âgés qui envoient des petits bisous comme ça aux En socios en provocation. AG, en provocation, que ce soit les agressions lors des AG, que ce soit le traitement des supporters parce qu'ils ont une écharpe d'Ajuvelao par exemple et qui sont barrés à l'entrée des stades. C'est voilà, le leitmotiv de Varandas, c'était de unir le Sporting, donc unir Sporting, étant donné qu'il y avait eu une explosion interne. Et c'est là où il a complètement raté. C'est là où les socios s'estiment qu'on peut revenir sur la décision d'avoir voté pour lui. Voilà. Et pour que les gens se rendent vraiment compte, en 2013, le club était vraiment à la ruine, etc. Dans un pire, enfin, l'état sportif était encore 50 fois pire que l'état sportif actuel. Mais les affluences qu'on a à Alvalade en ce moment en championnat, elles n'ont jamais existé en 2013. Il faut le savoir, c'est les affluences les plus faibles de toute l'histoire d'Alvalade, en fait. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'était 9000 ou 8000, quelque chose comme ça en championnat. Ça n'est jamais arrivé, même quand on était 13e de Liga NOS. Donc, en plus du sportif, en fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et si on veut commencer une petite liste de tous les manques de respect qu'il y a eu, par exemple, le week-end, pas dernier, mais celui d'avant, il y a eu une manif devant Alvalade pour manifester contre cette direction, etc. On n'avait toujours pas la réponse de l'AG, d'ailleurs, à ce moment-là, il faut le savoir. Il y a eu une manifestation. Dans cette manifestation, il y avait plus de 4000, 5000 personnes. Donc, quand on fait des affluences de 9000 personnes, déjà, c'est très, très représentatif. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire de cette manifestation, c'est que c'était juste les claques dedans. Et si les claques font des manifestations, c'est parce qu'on leur donne plus de place et point. En fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Exactement, c'est ça. Ils ont minimisé l'événement alors que c'était vraiment un ras-le-bol global des supporters et Et non de juste un vraiment mouvement des ultras. tout et n'importe qui, quoi. Ça pouvait être de l'étudiant, du père de famille, de la grand-mère. Exactement. C'est, Il y a, il y a- il y a- il y a autre, il y a autre chose, moi, qui m'a vraiment déçu avec Ovalandes, c'est que, a priori, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont voté pour lui, c'est qu'il allait être le lien entre le post-BDC et le futur. Pourquoi? Parce que pendant sa campagne électorale, il disait qu'il fallait prendre de bien ce que de bien avait fait Bruno Carvalho et voilà, il recommençait de zéro, mais sans oublier le passé. Et c'est totalement l'inverse qui s'est passé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est que il essaye d'effacer toute trace du passé. Il remet il rejette la faute presque à chaque fois sur ce qui s'est passé à Alcochete. Donc, bien sûr, on ne va pas minimiser les effets, les impacts, mais après 2 ans, j'ai l'impression que Alcochete, c'était le mois dernier à chaque fois. Et le fait que tout ce qui a été fait par Bruno Carvalho, en gros, c'était du négatif ou c'est à oublier ou il ne faut pas en parler. Alors que non, il fallait prendre ce qu'il y avait de bien, le continuer. Et ce qu'il y avait de mal, écoute, ça faisait partie du passé, il fallait regarder vers l'avant. Et je pense que beaucoup de supporters attendaient ça. Euh, et finalement, on se retrouve avec une espèce de guerre d'ego aussi qui, qui est pas bonne pour le club, quoi, pas du tout. Je te rejoins 1000 fois là-dessus. C'est vraiment la chose qui m'énerve le plus personnellement. C'est que, honnêtement, on va pas se mentir, la situation post-Alcochette n'a rien à voir avec la situation post-2013. Le club vit une crise particulière à cause d'Alcochette, etc. Mais la situation du club est 1 milliard de fois meilleure qu'en 2013, sur tous les Bien points, sûr. sur financier, sportif, etc. Et il y a une équipe qui a qui en meilleur joueur, je ne sais même pas dire, Adrien Silva, qui n'est pas le Adrien Silva de 2016. Là, on a une équipe qui a Bruno Fernandes, etc., etc. La situation financière, en 2013, le club était incapable de payer des factures d'eau, des factures d'électricité. Honnêtement, en 2013, on peut demander à n'importe quel sportingiste. Le souci premier, en fait, c'est de savoir si dans un an, Sporting ne fait pas liquidation judiciaire et se retrouve en district, en fait. C'était vraiment catastrophique sur tous les plans. Ouais. Il y a eu un plan de licenciement, d'ailleurs, c'est ça. à cette époque-là. Ouais.
Et du coup, mais vraiment, n'arrive pas à payer les factures d'eau, c'est pas une façon C'est vrai, de c'est parler, pas une rigolade, c'est pas une image, ouais. Les factures d'eau ne pouvaient pas être payées, les factures d'électricité ne Mm. pouvaient pas être payées. Et au final, ce qui se passe là, c'est que on en parlait de cette com désastreuse où on n'assume rien. C'est qu'au final, il nous décrit la reprise de Sporting comme une reprise encore pire qu'en 2013, 1000 fois pire qu'en 2013. On dirait qu'il a récupéré le pire club de tous les temps, au bord de la faillite, au bord de la liquidation judiciaire, et tout ce qui était fait avant était mal, quand on l'entend en fait, et que C'est ça. s'il vend Bruno Fernandes le dernier jour du mercato et Rafinha le dernier jour du mercato, bah, en fait c'est la faute de l'ancienne direction. S'il recrute Ouais. n'importe quoi et que ça se passe mal sportivement, bah, c'est la faute de la dernière direction, alors qu'il va dépenser 30 ou 40 millions d'euros dans le mercato et qu'à l'époque, on ne dépensait pas plus que ça. Et en 2014, enfin, j'en parle même pas, on ne pouvait pas dépenser un dixième de ça. Et au final, il y a une mauvaise foi et tout le mal, en fait, même un an et demi plus tard d'ailleurs, et ben, c'est l'ancienne direction. Et en fait, il se trompe complètement de combat. Et en faisant ça, ben, en fait, il creuse encore plus sa tombe et c'est de pire en pire. Et je ne sais pas si les gens ont suivi ces récentes interviews, l'interview à la télé, l'interview sur Record, etc. C'est une série de déclarations qui sont lunaires et même un supporter extérieur à Sporting doit se dire mais mon Dieu, comment c'est possible de dire ça? On a par exemple sa déclaration sur CR7 où il dit que quand CR7 souffre de voir Sporting perdre, c'est comme gagner un titre. Enfin, non, on ne peut pas dire ça, surtout à des supporters Bien sûr. qui n'ont. C'est un manque de respect à des supporters qui sont là depuis toujours et qui n'ont pas vu un titre depuis 2002. On ne peut pas non Bien plus sûr. dire, comme on l'a dit, qu'après que cette manifestation-là était une manifestation des claques, alors qu'il y avait tout le monde, qu'il y a un ras-le-bol général, qu'il y a 8000 personnes dans le stade, etc. Comment c'est possible de minimiser à ce point-là? Même des trucs bêtes, dire si je suis là, c'est parce que la majorité des gens ont voté pour moi. Bah, même ça, c'est faux en fait. Il a gagné les élections parce qu'il y avait des votes qui comptaient. Enfin, on connaît le système de vote à Sporting. Une personne avec plus d'ancienneté de SOS a plus de votes, etc. Il a eu plus de votes, mais il n'y a pas eu plus de personnes qui ont voté pour lui. C'est Benedetto qui a eu le plus de. Benedetto. Benedetto. Benedetto, oulala, qui a eu le plus de personnes qui ont voté pour lui, sauf il a eu moins de votes en nombre de votes. Il y a aussi, même en dehors de Varanta, sa direction tout court, Zaigne, qui fait une. Alors, ça, c'est le plus lunaire, je pense, de tout, qui fait une déclaration pour dire que Sporting a arnaqué Manchester United. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, comme. Enfin. Première chose, première chose, c'est qu'il n'a pas arnaqué Manchester United et on le voit déjà dès ces matchs, ces deux premiers matchs, que non, ce n'est pas une arnaque qui vaut plus Même que ce si. prix-là encore. Et même si c'était une arnaque, on ne peut pas dire ça. C'est Ouais. impossible de dire une chose pareille. Tu te mets à la place d'autres dirigeants européens. Comment tu peux traiter avec Sporting quand son directeur financier dit ça? C'est complètement lunaire. On a aussi la déclaration, il me semble que c'était sur Record, celle-ci, où il disait que il y a une ultra-violence, etc., parce qu'il a voulu nous faire croire que la manifestation de dimanche était une manifestation ultra-violente, alors que les gens pouvaient pas. Enfin, la direction était passée en plein milieu de la manifestation, il ne s'est passé rien. Au final, il s'est passé des petites affaires, mais enfin, comme toujours, s'il y a une personne qui fait quelque chose, les 5000 personnes sont associées. Et il nous a dit que l'ultra-violence avait amené déjà la démission, c'est là où le mot est important, la démission d'un président. Et le seul président qui a démissionné, c'est Godino Lopez. Donc il est en train de nous dire bientôt que c'est la violence qui a amené la démission de Godino Lopez, alors que c'était un mandat catastrophique et que le club partait à la liquidation judiciaire. En fait, il va nous dire que le mandat de Godino Lopez était bon. Enfin, c'est complètement lunaire. Alors que de l'autre côté, il démonte complètement tout ce qu'a pu faire BDC, même dans les choses bien. Alors qu'on ne va pas comparer les deux. Il faudrait ne même pas avoir de décence pour comparer ces deux mandats, tellement ils n'ont rien à voir. Il va nous dire que oui, son mandat il est bien parce qu'on a installé les nouveaux softwares Alcochette. Enfin, comme si c'était la priorité numéro 1.
Le club coule sportivement, mais on installait les nouveaux softwares à la cochette. Enfin, je trouve que ça. Honnêtement, je n'ai jamais vu une com aussi mauvaise, tout club confondu, tout championnat confondu, de toute mon existence. D'accord, les gars? Ouais. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, on t'entend. Donc je trouve qu'on a fait un bon bilan et surtout vous avez bien résumé votre pensée vis-à-vis de la situation actuelle du Sporting. Juste une question pour finir ce podcast. Quels sont, alors je pense que ceux qui vont nous écouter ont bien compris que les perspectives d'avenir ne sont pas énormes, mais quels sont pour vous, quel serait pour vous un avenir et l'avenir du Sporting dans les mois à venir? Sergio. Alors, quel peut être l'avenir avec Frederic Varandas? Je ne, sais- je ne sais pas vraiment. On va voir parce que cette fois, cet été, l'été prochain, il n'y aura pas un Bruno Fernandes pour encaisser de l'argent. Il n'y aura pas de grande vente. Le futur, ça va être, c'est vraiment une inconnue, je pense, et c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette contestation, c'est qu'on n'arrive pas à voir au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression qu'on va couler vers le bas et qu'on continue vers le bas et que ça ne s'arrêtera jamais. Et, et voilà, et se dire qu'on a encore 2 ans à passer avec Valende, alors qu'il ne se remet pas en question, comme disait Jordan, alors qu'il n'y a aucune remise en question de la direction, qu'ils ne font aucun choix dans l'autre sens, on va dire. C'est assez compliqué de se dire qu'ils vont réussir à replanifier une nouvelle saison, alors qu'ils ont totalement raté l'ancienne sans se remettre en question. Ça va être vraiment, vraiment très, très compliqué. Et ça va être un tournant, puisque ça peut vraiment mettre le club en difficulté, puisqu'on peut prendre vraiment un retard encore plus conséquent sur les rivaux. Il y a maintenant le Braga qui se rapproche très dangereusement du niveau de Sporting. Il me semble que même qu'en termes de niveau d'effectif, en termes, en termes quantitatifs, en termes de millions d'euros, il me semble que Braga s'est vraiment rapproché de Sporting. Et c'est un signe que Sporting est plus proche du quatrième que du deuxième ou de la première place et du titre. Donc voilà pour moi, et je te laisse rebondir là-dessus, Jordan. Ouais, je te rejoins sur la plupart des points. En gros, quel futur pour Sporting avec Varandas? Aucun. Pour moi, aucun. Et pourtant, Dieu sait que beaucoup de Sportingish s'estiment que je suis peut-être un des plus optimistes en temps normal. Genre, j'essaye de voir le C'est vrai. positif, etc. Par exemple, après les 6 mois, je pouvais être optimiste, etc. Mais là, honnêtement, en fait, c'est pas une question de ce qu'il y a à Sporting, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'avec des gens compétents, la base de Sporting, il y a moyen de faire de très très bonnes choses. Bien On va sûr, pas se bien mentir, sûr. il y a quand même il y a certains bons joueurs. Si tu as une certaine ferveur, quand même, le stade fait quelque chose, etc. On a des bonnes générations qui arrivent, la génération 2002, Joelson Fernandez, etc. Il y a des bons jeunes. Il y a... Et même l'effectif a des lacunes, mais si tu savais combler quelques trous, etc., dès maintenant, ça irait mieux. Enfin, il y a de quoi bien travailler. Mais le problème, en fait, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a aucune remise en question. Et s'il n'y a aucune remise en question, bah, on se dirige vers rien. Tout ce qui a été fait depuis un an est mauvais, sans exception. Et, et le problème, c'est qu'on ne les entend pas se remettre en question et que pour eux, ce qu'ils font depuis un an, c'est très bien. C'est même pas, ils disent c'est pas si mal, je sais pas quoi. C'est limite, en fait, on les entend parler et ils disent que c'est très bien et que, oui, c'est ça en plus, il l'a dit, que personne ne ferait mieux que lui. On l'a Ouais, entendu c'est dire incroyable. que Ouais. personne ne ferait mieux que lui, alors qu'il sort une saison catastrophique de A à Z. Donc pour moi, le futur avec Varandas, il n'y en a aucun et les 2 prochaines années, si Varandas reste, font très 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 peur. Après, si âgé de destitution il y a, bah, même comme ça, je me dis, bah, je vois même pas qui le remplacerait. Après, c'est forcément compliqué parce que si effectivement âgé il y a, il peut y avoir des personnes qui se présentent, etc., etc. Mais bon, il y a un tel climat de méfiance à Sporting que même comme ça, tu dis, bon, bah, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve. Mais je trouve quand même Ça, c'est qu'il y vrai, a ouais. il y a du matériel pour faire de bonnes choses, etc. Et comme j'ai dit, par rapport à 2013, la situation n'a rien à voir au niveau du structurel, financier, etc. Et même effectif du club. Donc c'est très très nuancé, donc en fonction de Varandas ou sans Varandas. Ok les gars, là, je pense qu'on a été
On a 3 questions de la part des auditeurs. Oui. Alors, il y en a une Je te... je pense qu'il y en a deux que vous avez déjà répondu. Il y en a une par rapport à la guerre qu'il a entre lui et les Claques. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça et par rapport ouais, cette vraie contestation qu'il y a entre lui et les groupes de supporters du Sporting. Ouais, du Moi, coup, je peux juste faire vas-y. une petite synthèse de la guerre des clashs. Alors, la guerre des clashs, ça vient d'où? C'est que Varandas a mis fin à tous les protocoles qu'il y a entre deux claques, donc Juventud Leonine et Directive, et la direction. Pourquoi il a des protocoles? C'est en gros pour l'organisation, la logistique, le financement des places, etc. Pour ce genre de choses, c'est des bonus que les ultras ont dans le stade, dans la vie du club. La direction de Valence a déjà mis fin à ce protocole et donc a mis fin à l'état même d'ultra de Juventud Leonine et du Directive. Les claques en retour, elles y ont répondu. Et le constat aujourd'hui, c'est que Varandas, quand il est arrivé à la direction de Sporting, il a revu les protocoles, il les a améliorés par rapport à l'ancienne direction. Et au moment où il a senti que les claques n'étaient peut-être plus forcément de son côté, voilà, il a créé ce conflit. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est une instrumentalisation, pardon, des ultras qui l'aide aujourd'hui à. C'est comme un camouflet qui l'aide à passer au-dessus de la contestation. Voilà. C'est comme avec Bruno et l'ancienne direction, en fait. C'est qu'il faut trouver un nouveau bouc émissaire. Et on va entendre que si l'équipe joue mal, c'est à cause des claques. C'est complètement Exactement. surréaliste. Et moi, ce que je trouve le plus scandaleux dans cette affaire, en fait, c'est que, à la limite, s'ils retiraient tous les protocoles aux claques, je défends pas ça personnellement. Je trouve pas que ce soit une bonne idée, mais bon, certaines personnes pourraient trouver un argumentaire. Mais là, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il veut interdire complètement les claques, qu'ils puissent plus. Enfin, c'est limite, en fait, une équipe adverse peut ramener des tambours à Alvalade, mais pas les claques de Mais pas Sporting. exactement. Donc, en fait, on parle de claques qui était là alors qu'il avait 5 ans, voire qu'il n'était pas né, je sais même pas, il est né en quelle année. Et en fait, monsieur qui est président de Sporting en 2020 va décider que cette claque va disparaître. Moi, C'est je la trouve ça première, complètement surréaliste. Ouais, c'est la c'est la première première claque claque. portugaise. Et il va effacer 40 ans d'histoire pour son petit délire personnel. Et après, on l'entend dire oui, au final, j'ai pas des problèmes avec les claques, j'ai des problèmes avec les dirigeants des claques. Mais La du coup, c'est direction, quoi? bien sûr. C'est tu veux placer tes amis en direction de claques. C'est dans ce cas-là, pourquoi Mm. t'interdis les claques de ramener ne serait-ce que des bannières, des tambours, des mégaphones, n'importe quoi. Enfin, je trouve ça surréaliste et on parlait de l'ancien président comme un dictateur pour certaines personnes, mais C'est le pire niveau de aujourd'hui, je crois. dictature à l'heure actuelle, mais c'est pas qu'il est pire, c'est qu'il est dans ce cas-là Il est 150 réel, 000 il fois est pire. réel, Il est réel. Là, on il parle est vraiment réel. d'une Voilà. dictature. Tu mens Mm. sur les faits, tu mens sur les manifestations, tu veux interdire des gens parce que toi, tu veux l'interdire. Enfin, tu ne veux, enfin, tu n'autorises pas les SOS à une consultation. Enfin, là, pour le coup, on parle d'une vraie dictature et on attend 2 ans afin qu'il ne soit plus là. Et honnêtement, bon, après, c'est un peu du pronostic, c'est moi qui le dis, mais s'il y avait une AG demain, je ne vois pas comment cette personne-là pourrait rester parce que honnêtement, il n'y a plus personne de son côté. Je ne vois personne de son côté et même les personnes avec qui je ne suis pas d'accord idéologiquement, les Ricciardi, etc., même ces personnes-là et les personnes qui le suivent le démontent matin, midi, soir Commence en à le fait. lâcher, ouais. Et c'est le Donc signe que ça va tomber finalement. là, c'est vraiment un signe très très fort et qu'il n'y a plus personne de son côté. Enfin, c'est limite du 90-10 s'il y a une AG. Et encore, même en ramenant des autres quarts Mm. pour l'AG. Et Bien s'il sûr. y avait une élection, j'en parle même pas. Je pense qu'il n'oserait même pas se candidater tellement son Se score serait représenter, ouais. ridicule. C'est Mm. inenvisageable. Ok. Ok, les gars. Est-ce que vous Bah, avez quelque chose? Oui, pour le vas-y. mot de la fin, ouais, pour le mot de la fin, juste pour terminer et nous libérer, je pense que tous les sportingistes devront un jour prendre leur responsabilité. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi de la faute des sportingistes qui ont finalement voté pour Varane et qui aujourd'hui demandent sa destitution. Et ce débat est légitime. On ne peut pas destituer peut-être quelqu'un par incompétence.
Moi, ce que je réclame aujourd'hui, c'est la démission de Frédéric Varandas, mais aussi une remise en question des supporters et des socios pour qu'ils réfléchissent mieux à l'avenir au moment de mettre un vote dans l'urne. Voilà. Ok les gars, Merci Sergio. super. Bah, Merci. merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci. Et donc voilà, pour tous nos auditeurs, n'hésitez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo YouTube et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Salut les gars, Merci à tous et merci à ceux qui ont posé des questions aussi, c'était c'est sympa. vrai aussi. Salut. Salut. Salut.